Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Aujourd'hui, rencontre avec deux artistes. L'une a passé son enfance dans les Vosges et a décidé d'y revenir. La seconde a découvert notre département plus tard, mais a décidé de s'y installer. Les Vosges, un lieu où elle s'exprime à travers leur art. Émilie Thielleux est artiste plasticienne et illustratrice, entre autres. Elle revient notamment d'une résidence au Groenland pour son projet Nuances polaires. Retour d'expérience dans quelques instants. À ses côtés, Sarah Tellet, qui est illustratrice et sérigraphe. Elle est aussi passée par la peinture et a testé la linogravure notamment. Son atelier La Friche à Saint-Dié-des-Vosges accueille aussi une boutique. Tour d'horizon de leur univers pendant 26 minutes. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'être avec vous sur notre plateau. Alors Émilie, avant qu'on reparle de votre parcours, quelques mots peut-être, même si on va y revenir plus longuement tout à l'heure, sur ce voyage, cette résidence au Groenland. C'était comment ? Eh bien, je m'en remets à peine. Ça fait 2 mois que je suis rentrée et on va dire que j'atterris tout juste parce qu'il y avait un sacré décalage en termes de quotidien, de vie là-bas. Donc c'était assez fou. On y reviendra tout à l'heure. Sarah, le Groenland, les résidences, c'est quelque chose... Alors le Groenland tout d'abord, est-ce que vous connaissez ? Alors non, je ne connais pas. Vous n'avez pas eu... voilà. Non. Et les résidences, pas spécialement pour vous ? Et les résidences, je n'ai pas eu l'occasion pendant ma carrière, mais j'aurais bien aimé. Si l'occasion se présente, pourquoi pas. Alors, Sarah, je le disais, vous êtes sérigraphe. Vous avez commencé par d'autres formes d'art. Pourquoi l'art déjà ? Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir les portes de cet univers ? Alors ça, c'est une question un petit peu difficile. J'ai démarré en faisant des études d'art plastique, donc c'était une volonté assez ancienne. Et ensuite, la question ne s'est pas posée, en fait. C'est venu à moi, tout simplement. J'avais envie de tester des choses, j'avais envie de m'exprimer, je pense. Et puis après, c'est avec quels médias. Donc ça évolue au fil des années. Il n'y avait pas dans la famille déjà cette fibre artistique qui vous a donné envie ? C'est vraiment un choix très personnel qui s'est affirmé au fil des années ? Il y avait des tempéraments forts dans ma famille, oui, des gens qui avaient beaucoup de sensibilité, une grand-mère qui dessinait, qui faisait de la couture. Et il y avait aussi des parents, c'était un peu après mai 68, qui disaient l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, pas de viser le salaire, mais de faire ce qu'on aime. Donc certainement ça a dû jouer. Émilie, de votre côté, qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger vers les arts plastiques au sens large ? Eh bien, j'allais dire un peu comme toi, Sarah, dans le sens où la question ne s'est pas posée. En fait, juste, j'ai tout le temps créé, fabriqué, utilisé mes mains depuis toute petite. Et en fait, quand la question, la fameuse post-bac, on se dit quelle orientation choisir, là, comme je disais, la question ne s'est pas posée. Et je savais que je voulais aller dans une filiale créatrice, école d'art, voilà. Et donc vous êtes passé par des écoles ? Oui, pour ma part, j'ai commencé par une prépa art appliqué. Ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts du côté de Bordeaux. Et j'ai terminé mon parcours, ma formation, on va dire, du côté des Arts déco de Strasbourg. Donc j'ai fait le centre de formation des plasticiens intervenants. Parce que du coup, j'ai cette double casquette d'artiste plasticienne et d'intervenante auprès de divers publics. Voilà. C'est aussi intéressant ce côté-là, transmission. Oui, c'est assez important et ça nourrit vachement mon travail. Okay. Sarah, vous êtes passée par des écoles aussi ou est-ce que Oui, à Strasbourg aussi, mais c'était quelques années avant. Et moi, j'ai fait l'université, donc la fac d'art plastique à l'époque et ensuite d'art appliqué. J'avais très envie de vite travailler et donc je suis devenue graphiste en premier lieu. Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui pour s'exprimer, beaucoup d'outils, beaucoup de types d'art. Pourquoi vous vous êtes dirigée vers celui-ci ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a donné plus envie qu'autre chose, Émilie ? Bonne question. À mon avis, c'est juste venu à moi, le fait d'avoir une feuille et un crayon dans la main. Tout de suite, ça a été le dessin, l'image. Et encore aujourd'hui, je suis toujours dans l'image, mais je questionne justement ce support à l'image. Sous quelle forme il peut apparaître ? Est-ce que c'est uniquement sur du papier ? Est-ce que ça peut être derrière un écran ? Est-ce que ça peut être en animation ? Voilà, c'est un peu mes questionnements. Alors, j'ai parlé tout à l'heure, Sarah, de peinture, de linogravure. Vous avez vraiment testé beaucoup de choses. Alors, on le disait avant cette émission, c'est le propre de beaucoup d'artistes de tester plein de choses. L'idée, c'est quoi ? De trouver
le médium qu'on préfère, c'est d'avoir un éventail, une palette très large. Pourquoi avoir besoin de tester ou envie? C'est un peu de développer l'intelligence de la main en testant plein de médiums, de techniques différentes, d'acquérir aussi des techniques qui ensuite peuvent s'empiler. En fait, on n'est pas obligé de... C'est pas dans des boîtes séparées. Par exemple, j'ai fait de la peinture, de la gravure. Maintenant, je fais de la sérigraphie. Si j'ai une expo à venir, et je pourrais très bien faire une peinture sur laquelle je réimprime en sérigraphie. Tout est possible en fait en art. Donc autant développer une boîte à outils assez complète. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure, après ça ne s'est pas fait en une fois, hein, c'est au fil des années. Et puis au fur et à mesure, on développe une boîte à outils, des talents. Et puis du coup, on peut créer son propre chemin puisqu'on maîtrise pas mal de choses différentes. Et donc on va peut-être avoir des affinités avec l'une ou l'autre technique et c'est ça qui va créer une œuvre aussi de différentes techniques et d'avoir finalement sa propre personnalité qui va se refléter dans ses œuvres. Émilie, votre préférence aujourd'hui, c'est quoi en termes de technique? Oui, en termes de technique. En ce moment, je travaille beaucoup autour du papier. L'agencement de l'image, parce que j'aime bien sortir de ma zone de confort et c'est vrai que d'avoir le crayon dans la main, c'est quelque chose qui est devenu confortable par habitude et j'aime bien justement sortir de cette zone pour voir quel type d'image ça peut faire apparaître pour me challenger en fait dans la création. Et puis ça peut aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, ça peut être les thématiques qui nous amènent à utiliser tel ou tel outil parce que ça répondra davantage à la thématique abordée ou au projet proposé qu'on a envie de développer. L'idée, c'est d'avoir plein de possibilités et de s'adapter en fonction de l'envie du moment peut-être et du besoin aussi. En fonction du projet. Sarah, la sérigraphie, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une technique d'impression artisanale qui remonte à très longtemps, au XVIIIe siècle en Chine, et qui permet d'imprimer, donc de faire des multiples, de ne pas faire une seule œuvre, mais d'en faire plusieurs, de façon tout à fait artisanale, sans grands moyens, on va dire. Alors après, on peut bien sûr développer un atelier plus complet, mais on peut au démarrage faire ça dans sa cuisine. C'est salissant, mais on peut. Mais on peut. Et alors, ça passe par quoi? Des outils spécifiques? Qu'est-ce que vous avez besoin Oui, le principe, c'est qu'on a un écran avec un tissu tendu dessus et que donc, le tissu, c'est une trame de fil. L'encre va traverser le tissu et ça va faire comme un tamis. Elle va se déposer en aplat. Et il y a certaines zones qui sont bouchées, donc elle va passer que sur les motifs où on veut qu'elle passe. Voilà. Une technique que vous avez affinée, découverte toute seule? Comment ça s'est... Ah non, je n'ai pas découvert tout seul. Non, j'ai appris dans des ateliers. Ouais. Donc, d'abord à Blida, à Metz, où il y avait Charlie de la Fench qui avait monté son atelier. Et j'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé que c'était une technique moderne, actuelle, qui attirait des jeunes, qui permettait de faire des tas de choses, faire autant un t-shirt qu'une œuvre. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà, donc c'était très abordable. Alors dans vos œuvres, on en voit une derrière vous, hein, justement. On remarque l'influence des Vosges, très clairement sur celle qui est derrière vous. C'est un retour aux sources pour vous, les Vosges. Pourquoi? Comment ça s'est fait naturellement, finalement? Un besoin, une envie de revenir? Oui, c'est une trajectoire de vie. J'y ai passé toute mon enfance et mon adolescence. J'ai été baignée dans la nature, tranquille, derrière mes sapins. Et c'est un très bon souvenir. C'est une période que j'ai aimée. D'ailleurs, je me posais la question plus jeune en me disant, mais où est-ce que je serais mieux qu'ici? Je ne sais pas. En fait, après, la vie continue. On fait plein de choses, on voyage, heureusement. J'ai découvert d'autres villes, d'autres lieux. Et puis à un moment donné, on a envie un petit peu de se poser. Puis la vie fait qu'il y a des occasions. Voilà, il y a eu le confinement, des questionnements, et on est rentré à la maison. Un retour aux sources qui s'exprime, donc qu'on remarque au travers de vos œuvres. C'est important aussi de s'appuyer sur ce qu'on voit autour, sur notre environnement. On peut dire qu'on a plutôt de la chance dans les Vosges, l'environnement est plutôt agréable, pour refléter ça dans vos œuvres. Je pense que quand on est artiste, on s'exprime et du coup on exprime des temps de vie. Enfin, après, chacun va développer ce qu'il souhaite, mais moi c'est vrai que dans mon travail, le travail est toujours relié avec la période de vie. À un moment donné, j'habitais en ville, j'avais des dessins qui représentaient des villes avec des petits animaux perdus dedans, qui exprimaient d'ailleurs peut-être une certaine nostalgie de la campagne. Voilà. Et puis au retour dans les Vosges, j'ai eu envie de
valoriser la nature, de mettre en avant ce qui me semblait important dans cette période de vie qui est en ce moment pour moi. Alors Émilie, vous les Vosges, vous les avez vraiment choisis, vous n'y êtes pas née, vous êtes originaire du Pays Basque. On peut dire à l'opposé quand même. Oui, complètement, oui. Clairement, qu'est-ce qui vous a amené dans les Vosges? Est-ce que c'est une envie de nature, de changement? Alors ça peut être pour des raisons personnelles aussi, oui. mais... Il y a eu plein de raisons, mais deux principales, qui étaient que j'avais postulé justement pour cette fameuse formation au Centre de plasticien intervenant à la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg, et où j'ai été admise. Et en parallèle, mon conjoint a trouvé aussi du travail dans les Vosges. Donc on s'est dit, les planètes sont alignées, donc allons nous installer au vert. Parce qu'on a tous les deux grandi à la campagne aussi, et ça fait du bien aussi, après plusieurs années du côté de Bordeaux, et avant Bayonne plutôt. Et du coup, voilà, ça faisait du bien de revenir au vert, voilà, comme je disais. Alors c'est un changement quand même assez important en termes de climat, de nature peut-être aussi. Oui. Comme Sarah, est-ce que cette nature, cet environnement vous inspire? Oui, il y a quelque chose dans la nature de toute façon qui est super apaisant. Le temps est ralenti, on n'a pas du tout les mêmes notions que quand on est en ville. Pour comparer à Bordeaux qui grandit de plus en plus, voilà, on est rythmé par le bruit des voitures dès 6 heures du matin, alors que là, on est réveillé par le soleil, le chant des oiseaux, donc ça change complètement le rythme. Et c'est ça qui est hyper agréable et qui laisse la place justement à l'inspiration aussi. Donc si vous y êtes ça fait plusieurs années maintenant que vous êtes là, ça fait en 2018. Donc ça vous y êtes bien. Oui, exactement, oui. Oui. Alors on va faire une petite pause pour regarder un reportage de nos archives. Retour en octobre 2022 avec une collaboration d'artistes. On en reparle juste après. Portrait croisé, un reportage signé Louise Amouda et Thomas Herman. Tracer des traits, rendre visible ce qui nous lie. À Gérardmer, le travail de Romain Froquet prend une nouvelle forme. Artiste touche-à-tout, en exposition cet automne à la Plomberie d'Épinal, il s'initiait le week-end dernier à la lithographie. Cette technique d'impression permet de reproduire des dessins à partir d'une pierre calcaire, d'eau, de gras et d'acide. C'est la spécialité du Vosgien Christian Georgel qui l'accueille dans son atelier. Moi là-bas je suis artisan d'art, en fait mon métier correspond vraiment à aider l'artiste à aller vers le multiple en fait. Donc là l'intérêt c'est que moi, connaissant mon métier, m'adapter à sa technique, d'où sa présence aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai besoin forcément qu'il soit présent dans l'atelier pour réaliser les matrices, pour qu'on discute un peu des techniques et des façons de faire pour adapter son travail le plus fidèlement possible vers le multiple, quoi. La collaboration, c'est quelque chose, en tant qu'artiste autodidacte, c'est quelque chose qui me nourrit énormément et qui m'apprend et qui me sert dans ma création. Travailler l'édition, c'est une corde en plus, on va dire. C'est la possibilité, voilà, d'aller chercher encore de nouvelles choses. Dans la lithographie, l'expérimentation a une place très très importante. Et dans ma démarche aussi. Tiens, en douceur, ça donnerait quoi, par exemple? Vraiment, si tu suis une ligne. Si tu suis une ligne, genre ça, je vais essayer de faire comme ça en fait. Tu vois? Il y a une base chimique de lithographie. La lithographie, c'est beaucoup de chimie, donc ça, on ne peut pas trop tricher là-dessus. Mais après, on peut détourner aussi, on peut jouer, savoir quel effet on va obtenir avec tel acide, quelle dilution, quelle préparation de pierre, voilà. Après, tout l'intérêt, c'est de connaître les règles pour pouvoir les transgresser plus facilement derrière. Au terme de cette résidence, le duo va produire une édition de 20 exemplaires uniques. Un faible tirage, certes, mais qui rend l'œuvre d'art plus accessible au public. L'édition d'art, ça va vraiment dans cette logique de pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes, donner la possibilité à des personnes qui apprécient mon travail de pouvoir l'acquérir. Et l'édition est quelque chose qui est plus accessible qu'une œuvre unique en termes de coût. Alors la lithogravure, mesdames, est-ce que vous avez déjà testé ? Moi, personnellement, jamais. J'ai vu aussi que dans l'atelier, il avait des cadres de sérigraphie, donc c'est assez proche comme technique, mais c'est sur de la pierre, donc je n'ai pas eu l'occasion. J'aimerais bien. Ah. C'était la prochaine question. Est-ce que ça donne envie ? Émilie, la lithogravure, est-ce que c'est des choses est-ce que c'est un univers qui pourrait vous intéresser ou est-ce que c'est... Pourquoi pas, mais voilà, est-ce qu'il faudrait que ça entre en lien avec un projet, une thématique, comme je disais tout à l'heure, pour que ce soit cohérent aussi, parce que la technique, je trouvais vachement liée au projet, en fait, Bien pour sûr, que ça ait du sens aussi. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de porte fermée, mais il faut que l'occasion se présente. Tout à fait. La collaboration entre artistes, on en entend parler dans ce reportage. Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est une bonne chose de collaborer, d'échanger, de créer du lien ? Émilie, Sarah, comment vous percevez cette collaboration ? Je crois qu'on est raccord pour dire que ça nourrit, en fait. Bien sûr, ouais. Si on reste tout seul dans nos coins...
on avance, mais pas du tout de la même manière. Donc, comme à la Friche, par exemple, c'est hyper chouette de pouvoir rencontrer tous les créateurs locaux et voilà, de créer ces liens et qui amènent à des projets qu'on n'avait pas du tout prévus. Et en fait, on rencontre quelqu'un, on se rend compte que humainement, ça fonctionne et on se dit, on pourrait peut-être imaginer quelque chose ensemble. Et c'est ça qui est sympa aussi, des bonnes surprises. Les Vosges, c'est un endroit, un département où il y a de la matière, il y a des artistes, il y a de nombreux artistes. Les collaborations sont, entre guillemets, faciles à trouver, j'ai envie de dire, parce que voilà, il y a du monde, il y a du choix. On est un département riche, artistiquement parlant. Sarah, pour vous? Ah oui, complètement. Alors, c'est certainement dû aux écoles d'art qui sont tout autour, à Épinal, à Strasbourg, notamment, à Nancy aussi. Après, les artistes sont chacun chez eux. Et donc, créer le moment de la possibilité de la collaboration, c'est pas si évident que ça. Et donc, c'est pour ça que nous, en ayant créé le lieu La Friche, on est très contents de, tout doucement, au fil des années, c'est déjà notre 3e année, maintenant les artistes viennent. Donc, en fait, ils se révèlent à nous. Sinon, on est un peu chacun chez soi. Et moi, c'était un peu pour casser cet isolement dont je pense avoir souffert en tant qu'artiste, personnellement, que ça me tenait à cœur de faire un lieu ouvert avec un atelier où on peut se croiser. Donc on a pu travailler par exemple avec Émilie et ça c'est super chouette d'avoir cette occasion. La Friche, donc 3 ans d'existence, un atelier, une boutique, d'autres ateliers, comment ça fonctionne? Donc ça, Saint-Dié. Oui, c'est à Saint-Dié, en face de la gare. Ça fonctionne. Le but, c'est d'abord de soutenir la professionnalisation des artistes. Donc au centre, il y a mon atelier, parce que j'avais besoin d'un atelier, donc ça a démarré par ça, qui est ouvert aux autres artistes, aux initiations 1 fois par mois, à des collaborations avec d'autres artistes. Et puis, c'est greffé là-dessus une boutique de créateurs où on est déjà une 15aine de créateurs actifs qui tiennent la boutique à tour de rôle et qui peuvent vendre du coup leur œuvre, parce qu'on parle souvent, quand on parle d'art, on oublie un peu la partie économique souvent. Sauf que c'est un métier. Oui, et puis que c'est essentiel à avoir envie de continuer, à être bien dans ses baskets, à être un artiste heureux. Quel est le bilan que vous faites sur ces 3 premières années d'activité de la Friche? Alors franchement, c'était un challenge. Au démarrage, je me suis fait un peu peur. On s'est fait un peu peur parce que c'est un projet familial, je ne suis pas toute seule. Mais on est très heureux et c'est un bilan ultra positif. On fédère une équipe, on a un chiffre d'affaires avec des ventes qui sont reversées aux artistes. Une nouvelle activité s'est créée d'elle-même par la proposition des artistes de proposer des stages. Donc on a un stage tous les samedis pratiquement. Donc oui, c'est positif. Émilie, en tant qu'artiste, comment vous voyez la Friche? Comment vous voyez ces lieux comme la Friche, bien évidemment, plus largement? C'est vrai que c'est une super belle opportunité parce que, comme tu disais, on travaille chez soi, dans notre coin, et d'avoir des lieux comme ça qui permettent un lien, des rencontres et de partager notre travail, en fait, tout simplement. Ça nous donne de la visibilité aussi pour vendre notre travail et puis beaucoup avec le bouche à oreille aussi, parce que c'est l'avantage du coin des Vosges, c'est que c'est un petit lieu et donc les contacts se font très rapidement et ça c'est quand même super agréable. Alors on reparlera tout à l'heure des projets, des perspectives, des lieux d'exposition peut-être. On va revenir sur cette résidence au Groenland. Émilie, c'était une collaboration aussi entre artistes. Quel était l'objectif de cette résidence d'artistes, ou en tout cas comment ça fonctionne au Groenland en tout cas? Alors dans ce cas-là, c'est une association qui a monté cette résidence. Donc une association qui a gardé son indépendance et qui lance un appel à projet, comme tout type de résidence. Et en fait, quand j'ai vu cette annonce passer, je me suis dit que c'était pour moi, que j'avais vraiment envie de tenter le coup. Et toujours grâce à du bouche à oreille, avec une autre artiste qui a eu l'occasion d'y partir, je lui ai demandé de me raconter un peu comment ça se passait. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en fait, bouche à oreille. Et donc, j'ai pu être sélectionnée grâce à mon projet Nuance Polaire qui a été retenu et donc qui signifie a priori qu'il a été à la hauteur de leurs espérances et que j'ai pu développer. On candidate sur un projet grâce à un projet, en fait. Oui, on part là-bas avec l'idée d'une création. Tout à fait, c'est ça. C'est vrai que, oui, je ne l'ai pas précisé, quand on postule à une résidence artistique, on a un projet personnel en tête qu'on écrit, qu'on détaille pour se projeter en fait dans la création qui est imaginée, même si elle peut évoluer évidemment sur place forcément. Et ensuite, après,
en face de nous, les personnes choisissent si ça semble cohérent en fait avec la temporalité du lieu, toutes ces choses-là. Il y a plein d'éléments qui entrent en compte. Et là, en l'occurrence, donc, je suis partie au mois de décembre 2024 pendant 1 mois et j'étais accompagnée de 3 autres artistes francophones. Donc, 1 mois pour faire évoluer ce projet. Nuance polaire, le projet, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, Nuance polaire, c'est un travail que j'ai voulu axer dans le sens de l'étude de la colorimétrie d'un lieu. Parce que voilà, le fait de travailler dans l'image, on peut raconter des lieux à travers des photographies, des dessins, etc. Et là, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'avoir un axe un peu plus abstrait. Et surtout que dans l'imaginaire collectif, le Groenland, on se dit c'est une zone totalement blanche avec l'océan bleu qui entoure tout ça. Et je me suis dit comment je peux raconter ce lieu à travers non pas des dessins ou des photographies, même si évidemment ça accompagne forcément le projet, mais à travers ces palettes de couleurs. Et donc raconter un lieu avec, comme je disais, son identité colorimétrique. Et voilà, évidemment, je me suis complètement trompée sur l'imaginaire que j'avais, de se dire que ça allait être tout blanc et tout bleu, et le fait d'être partie pendant la nuit polaire, ce qui signifie que, voilà, comme j'étais au niveau du pôle Nord, le soleil n'a jamais dépassé l'horizon, et ce qui change évidemment complètement la colorimétrie du lieu. Donc la neige était, quand il faisait beau, enfin en tout cas que le ciel était assez clair, la neige pouvait être à la fois rose, mais elle pouvait être dans les bleus, dans les jaunes, avec les éclairages qui étaient artificiels. Donc voilà, ça a vraiment chamboulé l'image que j'en avais, et c'est le but aussi de ces résidences, c'est d'être déstabilisé et de changer l'image qu'on peut s'en faire, et c'est ça qui donne après des idées pour créer et partager des choses autour de ça. Quelle forme va prendre ce projet là, typiquement, justement, j'étais partie avec cette idée donc, de nuancier de couleurs que j'avais envie de représenter sous forme de flipbook. Donc un flipbook, c'est un système de livres. Quand on vient défiler rapidement les pages, il y a une animation qui se forme. Et là, j'avais envie de créer ces flipbooks mécaniques qui permettraient en fait de raconter ces couleurs avec cette évolution assez douce et lente, comme on est vraiment rythmé là-bas avec le rythme de la nature. Donc j'avais cette idée dans un premier temps, et évidemment arrivé là-bas, en fait, je me suis rendu compte que je me suis retrouvée donc sur une île de 47 habitants, et là je me suis dit en fait le projet va évoluer parce qu'évidemment ces couleurs ont été fabriquées et récoltées, mais je me suis rendu compte que l'humain était hyper important et il y avait une solidarité folle sur ce lieu, et donc, évidemment, le projet va évoluer, et j'ai pour envie, en tout cas, de raconter toute cette aventure et toute cette aventure sous forme d'un roman graphique. Parce que je me dis que ça peut... Voilà, une expérience pareille, ça ne se vit pas forcément beaucoup de fois dans une vie. Donc voilà, je me dis que ça peut être peut-être intéressant de raconter les sentiments, les couleurs, toute cette imaginaire, c'est cette vie qui a été que j'ai pu expérimenter là-bas. Un mois, c'est court, à la fois long. Parce un mois dans un endroit, un environnement complètement différent, mais en même temps, vous parlez de l'accueil qui a peut-être été fait aussi par les habitants, les 47 habitants. Oui. Ça devait être vraiment des moments très, très forts, très intenses. Oui, complètement, oui. Sarah, est-ce que ça vous donne envie, le Groenland? Oui, carrément. Là, je vois les images, je me dis, waouh, ça devait être chouette. Voilà, il faudra découvrir ça dans le roman graphique. L'idée, c'est que ça aboutisse au bout de combien de temps? Quand est-ce qu'on pourra découvrir Je n'ai jamais encore réalisé de roman graphique, mais c'est un travail long, de patience, de choix, de réorganisation. Donc, j'imagine d'ici 1 à 2 ans. En parallèle d'autres projets, oui, complètement. Voilà, c'est ça. Exactement, pour ne pas se focaliser que sur un. Et justement, vous en avez un autre devant vous. Vous pouvez nous en dire plus, peut-être? Exactement. Il s'agit de Nuit Blanche, une édition justement que j'ai imprimée dans l'atelier de sérigraphie de Sarah à la Friche. C'est un projet qui a vu le jour il y a tout juste 1 an. Et l'idée, en fait, c'était de traiter de l'univers, des ombres, des coins, des peurs qu'on peut avoir quand on est enfant. Et j'avais envie de démystifier ces peurs qu'on peut avoir et de pouvoir jouer avec. Donc, c'est un livre d'artiste édité à 50 exemplaires, donc façonné entièrement à la main, qui se compose donc d'un boîtier, d'un Leporello, qui contient plusieurs petites histoires, et ensuite de cartes à jouer qui permettent de venir... Merci. Qui permettent justement de venir construire et de littéralement en fait prendre possession de ces peurs et de venir les construire et les déconstruire et de faire travailler son imaginaire en fait. Et donc
Là, je suis en train de préparer une exposition aussi pour justement que ce travail en 2 dimensions devienne un travail en 3 dimensions et faire partager aussi le système de la sérigraphie, comment ça fonctionne, et que ce soit une exposition ludique et interactive. D'accord. Une exposition qu'on pourra découvrir quand? Quelles sont les prochaines expositions? En tout cas, quand est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, autour de ce projet, elle aura lieu à la médiathèque La Boussole de Saint-Dié-des-Vosges de mi-mai à mi-juin 2025. Okay. Donc, bientôt. Voilà. Donc, à partir de 4 ans, à peu près? Oui, à peu près, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. On aura le temps d'exprimer un petit peu ses peurs aussi. Et puis, oui, tout à fait, c'est ça. Parce que le jeu, vraiment, est assez évolutif, parce que c'est vrai qu'à partir de 4 ans, on peut s'amuser comme une forme de puzzle à agencer les formes entre elles. Et ensuite, dès qu'on entre au CP, il y a comme des petites histoires sous forme de petits poèmes qui sont racontés. Ça évolue en fonction. Exactement, donc c'est vraiment évolutif. On suivra ça et on suivra le roman graphique aussi. Sarah, des expositions, des choses comme ça, des projets à venir prochainement, dans les prochaines semaines, prochains mois? Oui, quelques-uns, oui. Le premier, c'est le 5 et 6 avril pour la journée des métiers d'art, où là, j'ai été invitée au château de Lunéville. Donc, pareil, ça va être des ateliers où le public va pouvoir pratiquer et découvrir la sérigraphie en forme de petites initiations. Et puis après, j'ai une expo cet été au Schmirlab, une superbe boutique à Metz, dédiée uniquement à la sérigraphie. Avec aussi, c'est une boutique associative avec des gens passionnés. Vraiment, je vous conseille, si vous passez à Metz, d'aller voir le Schmirlab, c'est rue des Jardins. C'est un très beau lieu. Et puis après, je serai à la Maison de la Bresse de novembre à décembre pour une expo personnelle. Donc là, il y a un petit peu de travail. Tout n'est pas prêt encore. Voilà. Bon, on suivra ça en tout cas. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine sur Bruges Télé. À bientôt.